Bonjour, nous continuons notre cours sur le climat et cette fois nous allons voir comment nous pouvons prévoir scientifiquement quel sera le climat du futur. C'est la troisième partie de ce cours qui va nous permettre du coup d'envisager quel sera le climat dans le futur, dans 10 ans, dans 50 ans, dans un siècle. Et pour ça, il faut déjà comprendre le principe de modèle climatique. On a déjà vu ça un petit peu la semaine dernière, mais le principe, c'est que l'on va utiliser les paramètres que l'on connaît au maximum, et on va créer des grilles pour interagir avec ces paramètres. Et une fois qu'on a ces grilles, on essaye de comprendre comment les paramètres bougent. Or, les paramètres bougent en utilisant les lois de la physique. C'est assez classique, hein. Donc, on peut concevoir des lois de physique qui nous permettent du coup d'avoir des équations physiques, équations que l'on peut résoudre. Et en résolvant ces équations, on obtiendra les valeurs des différents paramètres plus tard. Sauf que ces équations physiques, elles sont pas simples à résoudre, loin de là. Si vous passez au niveau des quais du RER B à Gare de l'Est, Gare du Nord, pardon, à Gare du Nord, vous verrez ceci qui est peint. Des équations comme ceci, assez compliquées à comprendre, comme celle-là ou comme celle-ci, qui sont en fait des équations qui ont été peintes en tant qu'œuvre d'art. Que sont ces équations? Ce sont les équations qui déterminent les mouvements de l'air pour, pour ce qui est du mouvement, de la variation de température, de la variation de pression, bref, les équations importantes pour le climat. Elles sont tirées de recherches qui ont été faites et ces différentes équations, c'est des équations comme ceci, elles sont complexes, vraiment complexes. Vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez une équation dans laquelle votre signe égal est à l'intérieur d'une parenthèse. Vous n'avez probablement jamais vu ça. Ces équations complexes, les résoudre va être extrêmement compliqué. Ça va être tellement compliqué qu'en général, on ne les résout pas directement. On utilise des méthodes pour approcher les résultats petit à petit. C'est aussi pour ça que c'est compliqué et très long à calculer. Il n'empêche, en utilisant ces modèles, en utilisant des moyens de résoudre ces équations, on va pouvoir essayer de prévoir la météo, puis de prévoir le climat. Donc pour prévoir le climat du futur, on crée un modèle climatique. Et ce modèle climatique s'appuie sur la mise en équation des principaux mécanismes que l'on connaît au niveau de l'air et d'un choix d'une méthode de résolution de ces équations. Vous comprenez bien, je dis qu'on a un choix sur les équations qu'on va utiliser, sur les méthodes de résolution. Donc on va avoir différents modèles qui vont aboutir à différents résultats, suivant la méthode que l'on choisit et les équations que l'on choisit et la manière dont on choisit de les résoudre. Donc on est vraiment sur des choses assez complexes. À chaque fois que l'on va avoir un modèle qui va être mis en place, quand j'ai un modèle complexe, on va le faire fonctionner pour essayer de voir. Mais la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier que ce modèle fonctionne, qu'il prévoit bien le climat futur, et à savoir avec quelle précision il est capable de prévoir le climat futur. Et donc pour ce cas-là, pour savoir ça, on va comparer par rapport au climat que l'on connaît, c'est-à-dire le climat d'aujourd'hui ou les climats passés. Alors, on peut faire pour les climats d'aujourd'hui. Ici, vous avez un modèle qui a été fait sur des précipitations en 2019. Donc ça a été fait début 2019 pour savoir quelles vont être les précipitations. Alors je me souviens plus à quel moment c'est précisément, mais plus tard dans l'année. Ça, c'est ce que le modèle a donné en regardant deux paramètres différents. Ça c'est sur un mois, ça c'est sur un autre mois. Et dans la réalité, il s'est passé ça, quelque chose qui est très proche. Donc là, on peut dire que le modèle est bon. Et l'endroit où il n'est pas bon, on va essayer de voir pourquoi il n'est pas bon, pourquoi il ne suit pas. Et on va déterminer à quel point notre modèle va être valable. Ça, on peut le faire en disant, voilà, on va regarder dans 2 mois ou dans 3 mois comment ça va être. Mais on peut aussi utiliser les données qu'on a déjà, qui sont par exemple des données du passé. En disant, je vais essayer de reconstituer le climat du passé à partir de mon modèle actuel. Puisque mon modèle il est capable de prévoir ce qui va se passer après, il est capable aussi de prévoir ce qui s'est passé avant. Donc on le compare. Donc là, c'est des modèles de température qui ont été prévus. En noir, vous avez les températures réelles et en rose, vous avez le modèle. Vous voyez que le modèle correspond bien, globalement,
Il y a des endroits où il correspond pas parfaitement, hein, notamment on a eu des années très chaudes au niveau des années 40 ici. Bah, il voit pas toujours bien cette partie-là. Par contre, globalement, le modèle suit. Vous remarquez également que le modèle fait pas juste un trait, il fait une marge. C'est ce qu'on appelle l'incertitude. Un modèle scientifique n'est pas quelque chose qui va donner un chiffre précis, il va donner une fourchette. Il va dire, bah voilà, ça va être entre ça et ça. Plus la fourchette est réduite, plus le modèle est précis, mais on ne peut pas avoir des modèles absolument précis, on a toujours une petite erreur, une petite incertitude. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Pour vous faire comprendre, en bleu, c'est un modèle qui ne prendrait pas en compte les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans ce modèle bleu, on est dans le modèle rose. Si vous cherchez à en savoir plus sur ces modèles et comment les modèles sont faits et pourquoi on peut avoir confiance dans les modèles, je vous conseille cet excellent article dont je vous donne l'adresse ici, euh, qui est fait par Monsieur Jancovici, qui n'est pas un scientifique, qui est un communicant, mais qui communique des résultats des scientifiques et qui explique les résultats des scientifiques dans le cas du climat, du réchauffement climatique et d'impact. Et c'est un excellent communicant qui reconnaît que lui il ne sait pas, mais qui prend du coup les résultats des scientifiques et les explique extrêmement bien. Et c'est extrêmement précis. Et donc lui, il est plutôt économiste. Il explique aussi les implications économiques, etc. Si vous cherchez une source sur le climat, les travaux de M. Jean Covici, que ce soit sur son site ou dans ses livres, sont excellents, véritablement. Et donc là, vous avez l'exemple d'un article court, hein, c'est un article, ça vous prendra 5 minutes à lire, mais qui explique bien pourquoi on peut faire confiance au modèle scientifique, au modèle climatique scientifique. Donc, pour s'assurer de la validité d'un modèle numérique, on compare les résultats aux observations in situ, que ce soit des observations actuelles, des observations passées, je ne l'ai pas marqué ici mais on l'a vu, ou des observations reconstruites. Des observations reconstruites, pardon. Une fois qu'on a vérifié que notre modèle était bon, bah, on va le faire tourner. Ce qu'on va faire maintenant, alors pardon, il existe de nombreux modèles, je l'ai dit, qui sont souvent indépendants les uns des autres. On ne va pas regarder les mêmes équations, on ne va pas regarder les mêmes paramètres, on ne va pas regarder la même manière de le résoudre. Ils sont donc indépendants les uns des autres. Et on va les prendre ensemble et les comparer. Ils permettent des projections qui vont déterminer les variations du climat à venir, mais un point important, avec une certaine incertitude. On reste dans un travail scientifique, donc on n'est pas un travail où on va vendre quelque chose absolument en disant voilà ce qui va se passer. On va dire ce qui va se passer, ça va être entre ça et ça. Et donc, quels vont être les résultats que l'on va avoir? Premier résultat, des modèles scientifiques vont nous permettre de mettre en évidence la responsabilité des activités anthropiques, autrement dit la responsabilité de l'humain dans le réchauffement climatique actuel. Si vous vous souvenez, je vous avais montré déjà ce diagramme en vous disant, voyez la température qu'elle a, hop, elle augmente, l'activité solaire diminue, c'est pas l'activité solaire, et puis vous avez dit, comme par hasard, le CO2 augmente, donc hop, c'est le CO2 qui est responsable. Or, ça, là, j'ai fait un raisonnement qui n'était pas très scientifique, parce que bah, le CO2, il pourrait augmenter de la même manière que la température, par pur hasard. Peut-être. C'est peu probable, mais peut-être. Donc, il va falloir regarder ça précisément. Et ça, nos modèles climatiques nous permettent de le faire. Et par exemple, je vous ai montré juste avant une version où on ne prenait pas en compte l'effet de serre, une version où on prenait en compte l'effet de serre, donc deux modèles climatiques qui sont les mêmes, sauf que l'un prend en compte l'effet de serre, pas l'autre. On s'aperçoit que s'il ne prend pas en compte l'effet de serre, donc il ne prend pas en compte le CO2, n'est pas du tout correct sur les données qu'on a du passé, tandis que le modèle qui montre l'activité, qui prend en compte l'activité des gaz à effet de serre, est correct. Alors là, c'était un modèle. Tous les modèles, et quand je dis tous, c'est tous, hein, il y en a une grosse vingtaine ou une petite trentaine de modèles extrêmement performants, euh, tous mettent en évidence le fait que c'est l'action de l'homme, et notamment en immense majorité à cause du rejet de gaz à effet de serre, qui provoque le réchauffement climatique actuel. On le montre par les modèles. Et les modèles montrent que ce n'est pas possible autrement. C'est le rejet de gaz à effet de serre par l'homme qui provoque le réchauffement climatique actuel. Ça a été prouvé rigoureusement, méticuleusement par des modèles scientifiques. Alors ça a en plus été découvert par,
démontré par d'autres choses. Mais déjà, les modèles scientifiques, rien que cela, le prouvent. Donc en utilisant les observations et résultats des modélisations numériques, il apparaît que le moteur du réchauffement climatique actuel est l'augmentation en gaz, de la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et cette augmentation est liée à l'homme. Alors, les gaz à effet de serre, il y en a plein dans l'atmosphère, il n'y a pas que le CO2. Le gaz principal, c'est l'eau, mais la concentration en eau va monter un petit peu, on en a vu c'est un effet amplificateur, mais elle ne va pas monter beaucoup. On a l'ozone, mais l'ozone ne bouge quasiment pas. Même s'il y a un trou dans l'ozone, en fait, l'ozone ne bouge quasiment pas. Et puis, il y a 3 autres gaz principaux, le CO2, le CH4 et le N2O. Et bien, ces 3 gaz-là vont être rejetés en grande quantité par l'humain. Le CO2, il est rejeté à chaque fois que l'humain brûle des combustibles fossiles, donc on utilise du pétrole, du charbon ou du gaz naturel. Il va être rejeté à travers différentes activités, par exemple la fabrication de ciment. Le ciment rejette du CO2 et comme on construit beaucoup et qu'on utilise beaucoup de ciment, on rejette beaucoup de CO2. Donc on va avoir une augmentation du CO2 liée à l'activité humaine très importante. Le CH4, le méthane aussi, est un gaz que l'on va rejeter en fait en grande quantité dans l'air. Pour différentes raisons. La première, c'est qu'on exploite le gaz naturel. Donc le CH4, il fait partie du gaz naturel qu'on utilise pour tout un tas de choses en combustible fossile. Et quand on l'exploite, on casse les roches où il était enfermé. Du coup, il y a du CH4 qui s'échappe. Or, ça fait pas beaucoup de CH4 sur le moment, mais de beaucoup d'endroits où il y a un tout petit peu de CH4 qui s'échappe, ça fait beaucoup de CH4 dans l'atmosphère, beaucoup de méthane dans l'atmosphère. Autre chose, on a beaucoup d'activités industrielles agricoles, beaucoup d'activités agricoles qui rejettent du méthane. Ce méthane va dans l'atmosphère et augmente l'effet de serre. Dernier point, c'est le N2O. Le N2O, donc le l'oxyde de diazote, lui est quelque chose qui est produit par l'industrie de manière importante. Et donc ces 3 gaz-là sont augmentés par l'activité humaine. Donc l'augmentation est due ultra majoritairement à des phénomènes d'origine anthropique, le CO2, le CH4 ou le N2O. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va essayer quand même d'avoir une idée de ce qui va se passer. Alors, tout d'abord, ce sont bien des activités anthropiques qui sont originaires du réchauffement climatique actuel. Dans quelle mesure? On va essayer de voir ça avec les modèles. Donc, ce sont les prévisions climatiques pour le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans, en gros, le prochain siècle? Après, c'est difficile de calculer parce que nos modèles sont plus assez précis. On va essayer déjà de calculer pour jusqu'à 2100, à peu près. Alors, on a plein de modèles, mais tous les modèles donnent à peu près les mêmes idées. L'idée, c'est le climat, la température va monter et va continuer à monter jusqu'en 2100. Le point important, c'est que suivant les quantités de CO2 qu'on rejette maintenant, aujourd'hui, le réchauffement climatique ne sera pas le même. Entre un modèle où on fait un réchauffement qui n'est que, entre guillemets, 2 degrés. 2 degrés, c'est déjà énorme. Mais un réchauffement qui n'est que de 2 degrés ou un réchauffement qui est de 7 degrés, il y a une différence. Et ça va dépendre de ce que aujourd'hui nous faisons pour limiter les rejets de CO2. Plus nous agissons pour limiter les rejets de CO2, moins la température augmentera. Elle continuera à augmenter, mais si on peut faire en sorte qu'elle ne monte que de 2 degrés à la place de 7, on va changer les choses beaucoup pour nous. Tous les modèles, en tout cas, tous donnent à peu près les mêmes résultats. Ce qui est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on est dans quelque chose qui est prouvé par plein de manières différentes. Il y en a ce qu'on appelle un consensus scientifique, ce qui fait que les scientifiques sont d'accord pour dire que le climat va continuer à augmenter jusqu'à un certain point, et que plus on rejette de CO2 actuellement, plus il va continuer à augmenter. Donc les différents modèles climatiques ont eu des résultats similaires. Et l'amplitude des effets, donc l'amplitude de l'augmentation de température par exemple, dépend de la quantité de gaz à effet de serre rejeté dans l'atmosphère au cours des années à venir. Si on continue comme on fait actuellement, on aura un réchauffement climatique très important. Si on diminue notre quantité de CO2 rejeté, le réchauffement climatique sera moins important.
Alors, le réchauffement climatique qu'on attend, c'est un réchauffement climatique très important, hein. Au minimum du minimum du minimum, ça serait au moins 1,5 degré, c'est beaucoup, en 2100. Probablement que ça sera plutôt de l'ordre de 3-4 degrés, et encore, ça c'est plutôt optimiste. C'est ce qu'on voit ici, hein. Et globalement, on va obtenir au moins 3 degrés et peut-être même plutôt 5, 6, voire 7 degrés. C'est énorme. C'est énorme, hein. Un changement en un siècle de 7 degrés, c'est gigantesque. Ça va poser tout un tas de problèmes. Et parmi ces problèmes, il y a des problèmes dont on a parlé. Par exemple, la dilatation de l'eau et la fonte des glaciers qui vont faire monter le niveau des eaux. Et au minimum, on estime qu'il y aura au minimum 1 mètre de montée du niveau de la mer. Ce qui est énorme, hein. Regardez rien que l'Europe, la carte de l'Europe, à quel point elle est changée, et toutes ces zones ici qui sont submergées, c'est extrêmement important. Alors soit on laisse être submergé, ce qui va poser tout un tas de problèmes pour reloger les populations, etc. Soit on construit des digues de plus en plus hautes pour essayer de protéger, mais ça va coûter extrêmement cher, ça va dénaturer le paysage, c'est extrêmement complexe. Et naturellement, les pays riches pourront envisager de faire cela, les pays pauvres ne le pourront pas. Donc on est vraiment dans un problème extrêmement complexe, la montée des eaux. Et il n'y a pas que cela. Les effets, on va avoir une augmentation de la température, entre 1,5 et 5 degrés, je vous dis même 7 peut-être, jusqu'à la fin du XXe siècle. Une augmentation au niveau moyen des océans d'environ 1 mètre, peut-être beaucoup plus. Ce qui va changer également, c'est la modification des régimes de pluie. C'est-à-dire que on va avoir les pluies qui vont plus aller au même endroit. Et ça, c'est déjà ce qu'on observe, on commence à l'observer. On commence à observer notamment ce qu'on appelle l'avancée du désert, c'est-à-dire que des déserts augmentent. Alors ça se voit très bien au niveau du désert du Sahara ou des déserts asiatiques, mais ça se voit même au niveau des déserts européens. En Espagne, il y a un désert qui n'est pas très grand et qu'on voit grandir. Et l'Espagne a ordonné à certaines villes d'être évacuées parce que le désert augmente et qu'il n'y a plus assez d'eau pour les habitants. Vous imaginez, hein, l'Espagne qui est un pays riche, qui a des ressources, etc., est obligée de limiter cela. Une ville comme Barcelone, aujourd'hui, est obligée de limiter l'eau pour chaque personne parce qu'il ne pleut plus assez, parce que les pluies ont changé. Autre chose importante, c'est que les événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire les événements comme les sécheresses, les inondations, les tornades, les ouragans, etc., tout cela devient de plus en plus fréquent. Et ça, on le voit euh, clairement depuis 100 ans et particulièrement depuis 20 ans, c'est de plus en plus fréquent. On a une acidification des océans, on l'a dit, hein, le fait qu'il n'y ait plus de CO2, l'océan va absorber une grosse partie du CO2 en plus, et ce CO2 acidifie les océans, les rend acides. Et ça va détruire un certain nombre d'espèces, par exemple les coraux. Et de manière générale, pour absolument tous les écosystèmes, terrestres et marins, on aura des changements énormes. Et pourquoi on a des changements énormes? Parce que la température augmente très vite. Et que par exemple, un arbre, ça ne se déplace pas. Par contre, les arbres peuvent changer de génération en génération. Un gland peut aller quelques kilomètres plus loin, puis le gland du chêne d'après pour aller quelques kilomètres plus loin. Et par exemple, s'il fait de plus en plus chaud, les chênes pourront aller lentement vers le nord. Sauf qu'ils y vont lentement. C'est un gland par un chêne, puis un gland par un chêne, puis un gland par un chêne. Chaque chêne doit grandir au moins 20 ans avant de mettre un gland. Donc au mieux, on fait 1 kilomètre en 20 ans. Là, les changements de climat sont beaucoup plus rapides que cela. Et on voit aujourd'hui des changements dans les écosystèmes à la fois terrestres et marins extrêmement rapides. L'un des moyens de voir, c'est que par exemple aujourd'hui, on cultive dans la région de Bordeaux des cépages, c'est-à-dire des variétés de raisins qu'on utilisait au 19e siècle en Andalousie, c'est-à-dire au sud de l'Espagne. Parce que le climat aujourd'hui à Bordeaux a changé et les cépages qu'on utilisait d'habitude à Bordeaux ne résistent plus à la chaleur et la sécheresse que l'on a à Bordeaux. Donc on est obligé de prendre d'autres cépages. Donc ça montre qu'on a des changements radicaux des écosystèmes terrestres et marins. Donc on a vraiment des changements extrêmement importants liés au réchauffement climatique. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est simplement de recopier ce cours dans votre cahier ou dans votre classeur, et je vous revois la semaine prochaine. Bonne semaine, bon courage.